monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous sur Médien TV qui répond à vos questions relatives aux effets économiques et sociaux de cette crise sans précédent qu'est le Covid-19. Ce soir, deux thématiques. La première est nationale. Elle concerne la loi de finances rectificative ou comment repenser le budget de l'État à la lumière de la crise actuelle. En deuxième partie, nous ferons le point sur le commerce international, lui en panne depuis plusieurs mois maintenant. Et histoire de planter le décor, je vous laisse avec ce papier de Zind Messari dans lequel elle revient sur le coût de cette pandémie pour le budget de l'État marocain et l'impact négatif sur la croissance économique du royaume. Regardez. Le monde fait face à une crise. Le Maroc a été parmi les premiers pays à fermer ses frontières et à décréter l'état d'urgence sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus. Des mesures courageuses pour préserver la santé des citoyens, mais qui ne sont pas sans impact sur le plan économique. Première conséquence de taille, la baisse des prévisions de croissance au premier trimestre. Ainsi, le Haut Commissariat au Plan parle désormais d'une progression de 0,7% du PIB durant les 3 premiers mois de l'année, au lieu du 1,1% prévu initialement. Ces tendances baissières devraient se maintenir si le ralentissement des activités économiques se poursuit. En effet, selon le HCP toujours, la croissance économique nationale serait amputée de 8,9 points au deuxième trimestre de l'année en cours par rapport à son évolution d'avant-crise Covid-19 au lieu de moins 3,8 points prévus au 7 avril. Cette baisse représenterait une perte globale potentielle d'environ 29,7 milliards de dirhams pour la première moitié de 2020 au lieu de 15 milliards de dirhams prévus au 7 avril, précise le HCP. En conséquence, le PIB global devrait régresser de 6,8% au deuxième trimestre 2020 en variation annuelle. Dans cette perspective, le taux de croissance initial de 3,7% prévu pour 2020 paraît de plus en plus improbable, même si une reprise de l'activité s'opère durant les semaines à venir. Face à cette situation, le gouvernement essaie d'adapter sa réponse. 2 projets de loi relatifs au dépassement du plafond de financement extérieur et au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes ont été adoptés par la Chambre des représentants. Objectif affiché, renforcer les réserves de devises pour permettre au pays d'honorer ses engagements vers l'étranger et maintenir la capacité de l'économie nationale à satisfaire ses besoins nécessaires en termes d'équipements médicaux, de médicaments et de produits de base alimentaires et énergétiques importés de l'étranger. Dans ce contexte, un autre débat surgit. Faudra-t-il ou pas un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020 ? Alors justement, nous allons poser cette question et bien d'autres à notre premier invité du soir avec lequel nous établissons le contact via Skype. Bonsoir, professeur Mohamed Raj. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes fiscaliste. Alors, le 7 avril dernier, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a qualifié, je cite, de peu probable l'hypothèse de recourir à ce projet de loi de finances rectificative. Mais force est de constater qu'un mois plus tard, cette éventualité est de plus en plus envisagée compte tenu, bien sûr, de l'évolution de la conjoncture économique et financière au Maroc, mais aussi, professeur, n'est-ce pas, à l'international. Selon vous, le scénario d'une loi de finances rectificative est-il inévitable ? Oui, la loi de finances rectificative s'impose d'elle-même pour une simple raison. Toutes les prévisions, tous les indicateurs qui étaient à la base de la loi de finances 2020 ont été balayés par coronavirus. Donc, on est en présence de cas de force majeure. Donc, il faut tenir compte des nouvelles prévisions, des nouvelles analyses, pour respecter un petit peu le formalisme qui est prévu par la loi organique des finances et d'arriver et présenter devant le Parlement marocain un projet de loi de finances rectificative qui sera adapté à la véritable situation du pays. Donc, au niveau du formalisme, la loi organique des finances le prévoit,
Maintenant, au niveau de sous un angle purement objectif, les indicateurs sont là. On parle de la régression du taux de croissance économique qui sera négatif et qui risquerait d'atteindre même 7%. Vous avez un déficit budgétaire qui va s'aggraver pour une série de raisons dont on peut parler tout à l'heure, parce que vous avez un tarissement des recettes fiscales. Il faut revoir un ensemble de dépenses publiques qui étaient programmées dans la loi de finances 2020. Donc, une loi organique des finances s'impose. Et en cas de besoin, on peut même prévoir une deuxième loi. Ce n'est pas du tout interdit par la loi. Alors, ce n'est pas interdit par la loi, professeur Raj. Ce n'est pas interdit par la loi. La loi le prévoit, bien sûr. Bien sûr, c'est un cas inédit. C'est la première fois que le monde entier fait face à une telle crise. Alors, on va revenir plus tard, comme vous l'avez cité, par rapport au tarissement des recettes fiscales. Mais avant, est-ce qu'une nouvelle loi de finances rectificative, en tout cas une loi de finances rectificative, est automatiquement synonyme d'austérité parce que, bien sûr, tous les voyants sont dans le rouge? Oh non, surtout pas d'austérité. Ce serait une erreur fatale d'introduire une loi de finances rectificative qui aurait comme principal objectif d'introduire l'austérité. C'est le contraire. Alors, quelle redistribution du budget préconisez-vous, professeur Raj, vous, en tant que fiscaliste? On est dans une situation très difficile parce qu'il y aurait tarissement des recettes fiscales d'une façon très drastique. Il y a rétrécissement de la demande parce que les Marocains se consacrent essentiellement aux consommations des produits alimentaires. La plupart des entreprises sur le plan économique sont aux arrêts par voie de conséquence et dans l'urgence. Je ne parle pas des plans de relance. Dans l'urgence, il faut que l'État intervienne à travers un budget rectificatif, de reprendre le montant des dépenses publiques déjà programmées dans la loi de finances 2020. Mais attention, il faut reprendre la priorisation en tenant compte d'un ensemble de choix. Il faut que l'État reprenne la main à travers un ensemble de dépenses publiques, à la fois pour faire des transferts de revenus vers les ménages qui sont en difficulté. Vous avez presque les 2/3 de Marocains qui vivent dans une situation très difficile. Mais ce qui est déjà le cas, professeur Raj, c'est déjà le cas à travers le fonds spécial qui a été créé pour justement cet objectif-là de venir en aide à cette population. Oui, il faut le réinscrire cette fois-ci d'une façon définitive et permanente dans le budget rectificatif. 2, il faut revoir le système de financement parce qu'avec le tarissement des recettes fiscales, il faut que l'État cherche de nouvelles ressources pour le financement du nouveau budget. Il faut faire de telle sorte que les déficits budgétaires soient programmés dans le cadre de cette loi de finances rectificative et arriver à le financer. Il n'y a pas de mystère. Bien sûr, une partie du financement va être assurée grâce au recours au financement extérieur, mais là, faites attention, parce que le financement extérieur, ça va poser un problème pour une raison simple. Jusqu'à avant-hier, il y avait 102 pays qui ont frappé à la porte du FMI pour demander, bien sûr, des crédits pour faire face au coronavirus. Donc, tous les États arrivent au même moment pour demander la même chose. Probablement, les instances financières internationales, à savoir le FMI et la Banque mondiale, vont introduire des politiques de plafonnement. Et le risque, lorsqu'on fait appel à ces institutions, il y a le risque de la conditionnalité. Donc, il faut faire attention à cette partie de la souveraineté du pays. Et la deuxième source de financement à laquelle je pense personnellement sont les ressources de financement intérieures, essentiellement la dette intérieure. Et là, j'ouvre le chapitre qui est en train de poser problème, c'est la Banque centrale, la Banque du Maroc. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les chantres du néolibéralisme avaient demandé pendant longtemps de ne pas faire appel à des gens de moyens, essentiellement la planche à billets. Et le Maroc, à travers le statut de l'année 2006, a supprimé cette possibilité de recours à la Banque centrale. Je pense que maintenant, et partant des expériences pratiquées par les champions du capital. Mais ce que vous dites, c'est que la Banque centrale joue déjà un rôle important justement pour soutenir ce plan de soutien, d'urgence qui a été lancé dès le début de cette crise par le souverain et donc qui a connu la participation de plusieurs acteurs, soit-ils institutionnels, étatiques ou privés, mais la Banque centrale a bel et bien joué un rôle. Elle a très bien joué. Pas que celui de la planche à billets. Elle a joué un très bien. Taux directeur.
Oui, oui, elle a joué un très bon rôle sur le plan monétaire en réduisant le taux directeur et en facilitant, en élargissant les procédures de refinancement auprès de la Banque centrale. Mais les statuts de l'année 2006 interdisent à la Banque centrale de payer directement l'argent au Trésor. Avant 2006, on avait la possibilité de le faire et le Maroc avait abusé de cette partie. Maintenant, situation exceptionnelle, traitement exceptionnel. Et n'oubliez pas que la Banque du Maroc est une institution financière. Elle est là pour répondre à une situation dans le cadre d'une politique d'ensemble, à savoir l'État et le gouvernement. Cet État a une légitimité, le gouvernement a une légitimité. Il est tout à fait normal que le gouvernement sollicite la Banque centrale pour lui avancer de l'argent sous forme de prêt. De près, très bien. Alors justement, juste pour terminer, parce que notre point principal, professeur Raj, n'est-ce pas, c'est ce projet de loi de finances rectificative. Alors, admettons qu'elle soit adoptée. Combien de temps, concrètement, selon vous, pour qu'elle soit appliquée alors que nous sommes à mi-parcours du deuxième trimestre déjà? Déjà, en termes de procédure, vous avez une quinzaine de jours pour présenter devant le Parlement le projet de budget rectificatif. Mais pour qu'il soit mis en application, professeur. Ah oui, mais ça va faire le mois de juin. Si jamais, à partir de demain, le gouvernement présente un projet, ce qui est loin, parce que pour le moment, on parle d'une éventuelle loi de finances rectificative, je pense qu'on est en train de perdre le temps concernant ce projet de loi de finances. Il va s'imposer à nous. Et il y a un risque de perdre beaucoup de temps. Alors que le Maroc a réagi convenablement et dans l'urgence pour faire sa coronavirus. Il faut aller dans le même sens et dans le cadre de l'urgence de présenter un projet de budget rectificatif avec les nouvelles prévisions. Et on dispose d'instances au Maroc à travers, bien sûr, les services de la Banque du Maroc, l'HCP et le ministère des Finances pour nous présenter de nouvelles prévisions et de revoir la nomenclature du budget rectificatif en termes de dépenses en faisant des priorités et prioriser avec de nouveaux choix concernant, bien sûr, la dépense publique. Et cette dépense publique, il faut la maintenir à son niveau pour relancer, bien sûr, à travers les dépenses essentiellement pour le secteur de l'enseignement, la santé, mais également pour venir en aide à la petite et à la moyenne entreprise, et en parallèle, assurer les investissements de base, qu'il s'agisse, bien sûr, des investissements dans les secteurs sociaux ou bien dans les infrastructures de base. Il faut que l'État maintienne sa main sur l'économie du pays. L'État est le principal consommateur. L'État est le principal commanditaire. Et il faut que les entreprises en Maroc soient sauvées, et plus particulièrement les petites et les moyennes entreprises. Si maintenant on va réduire le budget et réduire les dépenses publiques, on n'aurait pas sorti de l'auberge. Probablement, on va continuer et on va renforcer la crise. Et Dieu merci, il y a trop de risques et je n'ai pas envie d'en voir demain mon pays rejoindre le peloton des États clochards. Restons optimistes et positifs. Il y a déjà des choses qui ont été faites, d'autres qui sont dans le pipe. Il y a un comité de veille économique qui planche sur la question et notamment sur cette question de loi de finances rectificative. Nous allons certainement revenir dans cette émission à ce sujet. Merci beaucoup en tout cas, professeur Mohamed Raj, pour vos éclairages sur cette question primordiale qu'est cette loi de finances rectificative et notamment pour faire face à cette crise sans précédent liée à cette pandémie de coronavirus. Je rappelle que nos téléspectateurs peuvent interagir avec nous via le hashtag question écho. Nous passons à la deuxième partie d'émission tout de suite. Et parmi les secteurs durement frappés, il y a déjà quelques mois, il y a celui du commerce international. Selon l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la pandémie de Covid-19 pourrait faire chuter de 32% les échanges de marchandises dans le monde pour l'année 2020. Et ce ne sont là que des prévisions qui risquent bien sûr de se creuser tant que cette crise perdure. Zine Msari, les détails. Le Fonds monétaire international l'appelle le grand confinement, en référence à la Grande Dépression de 1929. Le Covid-19 a entraîné de lourdes conséquences économiques. Il n'épargne aucun continent, ni aucun pays. Le monde doit s'attendre à une récession comme il n'en a pas connu
Le FMI prédit une récession mondiale avec un recul de la croissance estimée à 3% en 2020 et l'éventualité d'une chute encore plus brutale en 2021 n'est pas exclue. Les plus touchés seront ceux de la zone euro avec une contraction de l'activité de 7,5%. Seuls les pays émergents d'Asie enregistreront une croissance positive à 1%, dont la Chine qui peut espérer une hausse de 1,2% de son PIB, marquant cependant un très net coup de frein après plus 6,1% en 2019. La Banque mondiale, pour sa part, met en garde contre le risque d'une crise alimentaire en Afrique, conséquence de la baisse de production agricole et des fermetures de frontières. La Banque mondiale prévoit par ailleurs de déployer jusqu'à 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois en vue de soutenir l'adoption de mesures qui aideront les pays à affronter les conséquences immédiates de la pandémie de Covid-19 et favoriser le redressement de l'économie. Ce programme économique, plus large, aura pour objectif d'accélérer le rétablissement des pays, créer les conditions propices à la croissance, soutenir les petites et moyennes entreprises et protéger les populations les plus pauvres et vulnérables. Il s'attachera en priorité à la lutte contre la pauvreté, l'accent étant mis sur les financements à l'appui de réformes et sur la protection des ménages les plus démunis et de l'environnement. La baisse de l'activité à cause du confinement et du coronavirus entraîne une augmentation record du chômage dans le monde. 1,25 milliard de travailleurs risquent d'être affectés par la crise. Le commerce mondial pourrait chuter de près d'un tiers selon l'OMC. Les échanges pourraient s'effondrer de 13% à 32% cette année dans les pires scénarios, après s'être accru de 2,9% en 2018 et avoir reculé de 0,1% en 2019. Les exportations en Amérique du Nord et l'Asie pourraient s'effondrer de plus de 40% et 36% respectivement. L'Europe et l'Amérique du Sud pourraient enregistrer des baisses supérieures à 30%. Pour 2021, l'OMC anticipe un rebond du volume mondial de plus de 21% à 24% et jusqu'à 36% en Asie. Mais ces estimations sont entourées de grands degrés d'incertitude en fonction de la durée de la pandémie et les mesures qui l'accompagnent dans chaque pays. Et pour parler commerce international aujourd'hui avec nous, le directeur du laboratoire d'analyse marketing et stratégique des organisations de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca. Bonsoir professeur Gasmi. Bonsoir madame. Alors, est-ce que cette pandémie va constituer un tournant pour les échanges internationaux alors que, rappelons-le, force est de le rappeler d'ailleurs, le commerce international naviguait déjà en eau trouble à cause de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Ben exactement comme vous l'avez précisé et aussi comme ça a été précisé au niveau de votre générique sur le commerce international. Alors juste un petit rappel par rapport à deux éléments essentiels, puis je vais aller vers les réponses à votre question directe. Alors on a eu deux crises, on va dire. Non, une crise 2003 du SRAS et une crise 2008-2009 de la crise financière. Par hasard, la crise de 2003 SRAS, la Chine elle représentait à peine 4% du PIB mondial. Elle occupait aussi la 6e place. Donc, au lendemain de la crise du SRAS, qui était en 2003, la Chine, on va dire, son pourcentage par rapport au PIB au niveau mondial, il s'accroît de 16%. Et aussi, elle constitue 39% de la source de croissance au niveau mondial. Donc vous voyez un petit peu comment ces crises-là et comment l'effet de mondialisation aussi, il impacte aussi, on va dire, le développement d'une région du monde par rapport à une autre. Voilà. Oui. Donc, alors, qu'en est-il justement par rapport à cette crise d'abord qui est née en 2019 entre la Chine et les États-Unis? Ce sont les locomotives du commerce mondial, du commerce international, et que maintenant la crise du Covid vient aggraver. Mais exactement. Il n'y a pas uniquement, on va dire, si on analyse les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial,
on voit réellement que la Chine, il a pris une part qui, on va dire, qui est une part grandissante, une part croissante, et ça fait peur par la suite, parce que toutes les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, il y a une partie qui vient de la Chine. Et si je Absolument. vous dis par exemple, les deux secteurs les plus touchés, qui sont le tourisme et puis on va dire le secteur des électroniques. 30% de la fourniture au niveau mondial des matières premières électroniques qui viennent de la Chine. Donc forcément il va falloir qu'on aille on va dire des plans de secours et des plans de continuité d'activité pour Oui. voir comment on peut contourner. Comment on peut contourner dans le cas où on a des pandémies pareilles, où on a des crises pareilles, parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire, il peut y avoir d'autres crises, je ne sais Mm. pas, dans l'avenir. Il faudrait qu'on trouve des mesures sécuritaires pour ne pas avoir un impact choc pareil. Très Et bien, professeur l'histoire, Gasmi, ceci oui. est pour le long terme. Parlons court terme. Les pays les plus Mhm. exposés sont ceux qui sont intégrés ou plus intégrés aux chaînes de valeur mondiales, à l'instar par exemple du Vietnam ou encore du Maroc. Nous sommes ici au Maroc. Comment Exactement. justement notre pays peut alors déjà dépasser la prise et puis aussi tirer profit de ces changements de paradigme, commerciaux ou d'échanges commerciaux que vous venez de citer? Alors, c'est très simple. Alors, il faut qu'il y ait des mesures qui sont court-termistes, moyen-termistes et long-termistes. Et Oui, à court terme, à court terme, moi, je vois que l'issue de crise, on ne la voit pas encore. Mais à court terme, comme a dit M. Rach tout à l'heure, comme vous avez spécifié, c'est en premier, c'est une loi rectificative de la loi de finances. Parce que c'est ce qu'on peut faire. Parce que ce sont des facteurs endogènes. On peut maîtriser ça. Maintenant, il y a des facteurs. Personne ne peut prédire comment ça va évoluer. Parce que vous avez des facteurs qui sont exogènes et qui ne dépendent pas de nous. Je vous donne bien un sûr. exemple qui est très simple. Je vous donne un exemple qui est très simple et que nous, on n'a pas la maîtrise là-dessus. Vous savez que la Russie est un des pays le plus producteurs de blé au Mm, niveau mondial. absolument. La Russie, elle a prôné aujourd'hui un degré de protectionnisme, on va dire économique. Ça veut dire qu'elle ne veut plus exporter jusqu'à le mois de juillet. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils vont prolonger ça? Certainement qu'ils vont prolonger ça au-delà de septembre, octobre, voire même pour 2021. Vous imaginez, ce sont des facteurs auxquels il faut, nous, qu'on trouve des réponses logiques à ça pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Ce Parce que que vous nous dites, aussi, c'est qu'il faut diversifier nos sources d'importation. sûr et certain, pas uniquement nos sources d'importation, mais même nos chaînes de valeur, mais même nos chaînes d'approvisionnement. Il faudrait que toujours qu'on ait des solutions de secours pour pouvoir s'approvisionner, surtout des importations qui nous font vivre, parce qu'on a des importations qui nous font vivre pour la consommation locale, et aussi des importations qui nous font aussi produire pour l'exportation. Alors Donc, justement, professeur Gasmi, mon je me deuxième permets. exemple, Oui, oui, pardon, allez-y, allez-y. mon, Je vais revenir mon à ma deuxième question. exemple, Mhm. mon deuxième exemple, et là on va être impacté forcément par ça, et je parle du transport aérien. Sûr et certain qu'on va y aller avec les mesures de confinement qu'il y a. On va y aller vers un cycle de W, ça veut dire confinement, déconfinement. Bon, on a vu que l'Espagne, la semaine dernière, ils ont fait sortir pour un week-end. Ils vont déconfiner, ils vont confiner encore. Donc, on va y aller avec des cycles W. Et c'est sûr et certain qu'au niveau transport aérien, il y aura des coûts élevés au niveau du transport aérien. Pourquoi? Parce que les vols, on va dire, on va autoriser des vols, mais avec une distanciation sociale au niveau des sièges. Ce qui Et va c'est coûter sûr et cher. certain Mhm. ça, il va coûter cher. Et nous, on va être impacté au niveau touristique. Et c'est sûr parce qu'on a misé sur ça. Donc, il faudrait qu'on trouve des solutions sur ça. Voilà. Très bien. Donc, Ben, justement, le tourisme et les services sont bien sûr frappés de sont plein les fouet premiers par touchés. cette crise. Sont les Alors, premiers bien sûr. touchés. Là, juste pour revenir par rapport à nos importations, pour certains économistes, il faudra qu'on limite nos importations. Alors, quels sont les secteurs à développer selon vous sur la base de ce que l'on a aujourd'hui qui existe déjà pour s'adapter à cette réalité qui nous est imposée par cette crise du Covid? Alors je tire des leçons de ça parce que qui ne tire pas des leçons de la période de crise n'a rien compris. Et universitaire comme je suis et mes collègues aussi, donc on travaille là-dessus au niveau du labo et au niveau de l'INCG, au niveau de l'université Hassan II. Et je présume que les différents professeurs, ils sont, on va dire pas uniquement les professeurs, les forces vives de la nation. Un,
c'est de pouvoir relancer, on va dire, à court et à moyen terme, la consommation locale. Donc, il faudrait s'orienter vers le Made in Morocco, parce que ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Il faudrait qu'on revienne à ça. Alors, le deuxième point qui me paraît le plus important aussi, c'est que nous, notre économie, ou bien la compétitivité et la survie de notre économie, elle dépend d'un plan d'accélération industrielle. Et je pense aujourd'hui, s'il y a un travail à faire, c'est au niveau de ces secteurs-là, au niveau des secteurs qui sont dans le plan d'accélération industrielle, il faudrait les réévaluer les objectifs et voir comment on peut maintenir au moins les objectifs de ce plan par la suite. Très bien. Merci. Troisième point qui me paraît... Rapidement, professeur Ghasmi, parce que le temps de l'émission a été écoulé. Allez-y. Troisième point qui me paraît très important, c'est le fait de faire travailler ce qu'on appelle des économies intersectorielles. Ça veut dire, si notre taux d'intégration sur un secteur d'activité il est élevé, il faudrait qu'on l'élève aussi, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de développer une industrie locale, au moins qui nous permet de se protéger contre, on va dire, contre des pandémies. Toute crise ou aléas, justement, à l'avenir. Merci beaucoup, professeur Ghasmi, pour l'ensemble de vos réponses et éclairages. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que nous aurions répondu à vos questions, à quelques-unes de vos questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à interagir avec nous via le hashtag Questions et Échos. Je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, à 21h sur Média TV. Très bonne soirée à tous.